Il est 20h30, salle 5 du multiplex. Maya s'enfonce dans son fauteuil avec un seau géant de pop-corn sur les genoux. Elle avait prévu de partager, mais sa copine lui a fait faux bond et depuis 20 minutes, elle pioche à un rythme régulier, mode pilotage automatique, main, sac, bouche, crunch. Au début, c'est une agréable explosion de sucré-salé sur sa langue. Puis, peu à peu, plus rien. Le goût s'est évaporé, mais la main continue son balai hypnotique. Maya réalise soudain qu'elle n'a pas regardé l'écran depuis 10 minutes. De quoi ça parle ? Ou plutôt, elle a perdu le fil de l'histoire. Elle fixe des images qui glissent sur elle, sans la toucher. Elle mange, sans rien goûter. Son estomac est plein, mais sa faim, intacte, sa soif d'autre chose, béante. N'as-tu jamais l'impression, comme Maya, que tes journées ressemblent à ce pop-corn ? Beaucoup de volume, mais zéro densité nutritive. Et si ton épuisement venait moins de ce qui te manque que de ce qui t'encombre ? Bienvenue dans le paradoxe moderne du vide plein. Une image pour t'expliquer. C'est comme un frigo bourré de yaourts périmés, sous-oubliés et autres restes peu ragoûtants. Tu essaies d'y rentrer un brocoli, impossible. Cette expression dont je te parle, elle va s'appliquer à un état où on est saturé, que ce soit d'objets, d'informations, de tâches, mais tout cela ne nous apporte pas de vraie valeur ou une nourriture intérieure. Ce paradoxe, il est devenu emblématique de notre époque. Nos journées, nos esprits, nos appareils sont pleins de photos, plein de pensées, plein d'informations, mais nous ressentons souvent un manque de sens, un manque de calme, un manque de satisfaction profonde. Mais comment en sommes-nous arrivés ici ? Une première clé pour commencer, Cal Newport a théorisé ce qu'il appelle l'infobésité. C'est une surconsommation d'informations qui ne nourrit pas la réflexion, mais qui va entraîner au contraire confusion, anxiété et sensation de saturation mentale. Alors exactement comme Maya avec son popcorn, tu grignotes de l'information à longueur de journée, push notification, newsletter, onglet ouvert. Ton cerveau est constamment sollicité, mais en fait, il n'est jamais vraiment nourri. Le mécanisme est simple, chaque clic, chaque swipe déclenche un petit jet de dopamine. C'est cette mini-récompense qui te fait à chaque fois y revenir. Mais le problème, c'est que ton cortex préfrontal, lui, il n'a pas le temps de convertir ces impulsions en véritable apprentissage. Résultat, tu es repu, mais carencé en même temps. Et c'est exactement ce qui arrive avec nos vies noviriques, le plein bloque le nourrissant. Alors, cette mécanique, Anne Lemke, qui est psychiatre à Stanford, l'a parfaitement décrite dans un bouquin que je te conseille si tu veux creuser le sujet, qui s'appelle Dopamine Nation. Notre époque confond en effet bien-être et bien acheter. Jamais l'humain n'aura eu autant de moyens de stimuler son système de récompense, donc on y revient, clic, livraison rapide, like, streaming, sucre instantané. Mais voici le piège, donc la dopamine n'est pas le plaisir, c'est l'anticipation du plaisir, un déclencheur qui te fait passer à l'action. Plus le pic est haut, plus le cerveau riposte par de la dynorphine, c'est-à-dire un neurotransmetteur de douleur qui nous pousse à reprendre la dose pour rétablir l'équilibre. Alors, je te donne quelques exemples concrets pour que tu comprennes. Tu vois une promotion passée qui est valable 10 minutes. Hop, ça, tu te fais ton petit frison, tu achètes. Sauf que ça va retomber rapidement et tu vas avoir envie d'acheter autre chose. Sur les réseaux sociaux, tu scrolles, tu arrives à regarder une petite vidéo rigolote. Voilà, ça te fait rire, ça te nourrit de la dopamine. Mais au bout de 5 ou 10 minutes, tu vas devoir continuer et on a un peu un effet, si tu veux, comme si tu jouais dans une machine à sous à Las Vegas. C'est aussi la même chose avec les séries Netflix qui vont s'arrêter à chaque fois à un certain moment sur un cliffhanger pour te demander de continuer. Donc le résultat, encore une fois, tu l'as compris, nous sommes saturés mais jamais assouvis. L'économie de la consommation vit littéralement de ce déséquilibre, te donner à manger sans te rassasier pour te faire revenir manger. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre mécanisme encore plus pervers à l'heure et que je viens de découvrir.
Alors, on parle dans ce cas de superstimuli. C'est encore une histoire d'oiseaux. Alors, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les oiseaux, mais voilà. Cette fois-ci, par contre, il ne s'agit pas de canaris. Dans les années 1950, le biologiste Nicolas Tinbergen réalise une expérience assez fascinante. Il découvre que certaines espèces d'oiseaux, cette fois-ci des goélands, préfèrent souvent couver un œuf artificiel, plus gros et plus coloré, plutôt que leur propre œuf naturel. Alors pourquoi ? Parce que leur instinct de couvaison est déclenché par des signaux visuels tels que la taille, la couleur, la brillance. En clair, un œuf en plastique très coloré, très gros, va surstimuler leur instinct d'une façon que l'œuf réel en face ne peut plus concurrencer l'œuf artificiel. Résultat tragique, tu l'imagines, l'animal va délaisser ses véritables poussins pour ce faux œuf irrésistible à ses yeux. Le parallèle avec notre époque est assez saisissant, je le trouve. Nos cerveaux, en effet, sont câblés pour répondre à certains signaux primitifs, mais qui ne fonctionnent plus maintenant. Nourriture riche, nouveautés, informations rapides, intensité sensorielle. À l'époque préhistorique, ça servait à nous protéger. Ce n'est plus le cas maintenant. Les écrans, les applications, les séries, les contenus courts deviennent des superstimuli numériques, plus attractifs que la vie réelle. Ils ont capturé et monopolisé notre attention. L'analogie, donc, tu vois, est assez simple. Notre œuf en plastique géant, ce sont ces fameuses notifications, ces vidéos virales, la publicité. Et l'œuf authentique, lui, ça va être les échanges profonds, le temps long, la contemplation, l'effort. Et donc, on va progressivement le délaisser. C'est la course permanente entre notre besoin d'authenticité et la séduction immédiate du plus coloré, plus gros, plus facile. Et cette course nous épuise car elle nous enferme dans ce qu'on appelle le syndrome de la Reine Rouge. Peut-être as-tu lu Alice au pays des merveilles et ça va te parler, sinon, voilà, je te raconte le passage. C'est à un moment donné où la Reine Rouge se retrouve à courir très vite avec Alice sans que celle-ci comprenne. Et elle lui pose la question « Pourquoi court-on ?» Et la Reine Rouge lui répond « Ici, il faut courir de toutes ses forces pour rester à la même place. » Et ce syndrome, il décrit parfaitement nos vies modernes. Une situation où l'on doit constamment s'agiter, s'améliorer pour juste conserver sa place, mais sans jamais vraiment progresser. C'est une fuite en avant où l'énergie dépensée est gaspillée dans le simple fait de ne pas reculer. Alors dans nos vies, ça donne quoi ? On multiplie les tâches, les micro-blocages, les optimisations illusoires, l'inbox zéro, l'organisation sans fin, l'actualisation compulsive. Adam Grant parle, lui, de procrasticycles. C'est-à-dire, c'est des petits cycles d'activité comme ça qui nous donnent l'impression d'avancer, mais qui ne nourrissent pas vraiment une vraie croissance. Ça veut dire qu'on s'occupe plutôt que de réfléchir à ce qui nous nourrit. Alors, tu vas me dire, comment est-ce qu'on sort de cette spirale ? Comment retrouver ce qui nous nourrit vraiment ? Pour cela, je vais encore t'inviter à traverser des méridiens comme la dernière fois et à arriver au Japon qui nous offre un concept poétique qui résume parfaitement d'ailleurs mon sous-titre d'arpenter les marges. Ce concept japonais, c'est le ma et il désigne l'espace qui donne du sens, le vide qui va permettre de donner du sens. C'est par exemple le silence entre deux notes d'une composition de Debussy. C'est la marge blanche qui va faire respirer un haïku. C'est la pause entre deux respirations qui permet à la suivante d'exister. Ma, c'est comprendre que nos marges ne sont pas du temps perdu, mais de l'espace créatif. Côté neurosciences, si tu préfères, quand l'action s'interrompt, c'est le mode par défaut qui s'allume dans notre cerveau. Et ce réseau, il nettoie, il relie, il invente. Les études montrent d'ailleurs que 15 minutes de repos yeux fermés augmentent de 40% les connexions créatives. Alors bon, plus d'excuses pour la sieste. Sans ma, la note devient bruit. Sans pause, la journée et ce qu'on y apprend ne s'imprime pas. Sans marge, l'épuisement s'installe. Le vide n'est pas l'ennemi du plein, il en est l'architecte.
Alors encore une fois, et comme d'habitude, tu commences à connaître la musique, ferme les yeux un instant et demande-toi, dans ta vie, où sont tes marges? Où sont ces interstices où tu ne produis rien, ne consommes rien, où tu es simplement? Et si tu devais faire un jeûne de 24 heures d'un seul super stimulus, lequel te manquerait le plus vite? Ton téléphone? Le scroll dans les transports? Une série en fond sonore? Le grignotage automatique? Ton manque révèle ce qui te remplit sans te nourrir. Et dernière réflexion, dans ton quotidien, qu'est-ce qui ressemble au popcorn de Maya? Ces activités qui s'occupent beaucoup de place, mais n'apportent aucune vraie saveur. Quel manque viennent-elles tenter de combler et de cacher? Pour t'aider à répondre à ces questions et surtout à passer à l'action, j'ai préparé des ressources que tu trouveras dans la newsletter ou bien sur la page Notion. Entre autres, tu y trouveras un outil pour faire une cartographie du vide plein qui occupe ta vie et tout un protocole de rééducation dopaminique. Souviens-toi, pour inspirer, il faut expirer et vice-versa. Le vide que tu vas créer n'est pas un manque, c'est l'espace où peut naître ce qui te nourrit vraiment. À demain pour la suite de notre exploration dans les marges. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'en